Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 juillet 2026 et nos chers amis Richard Wolff et Michael Hudson sont avec nous. Bienvenue Michael. Rêve ici. Oui. Laissez-moi commencer par ce que J.D. Vance a dit à propos de la façon dont les États-Unis se préparent avec ce qu'il appelle ce protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis. Je pense que ce que le président nous a demandé de faire, c'est d'utiliser ce protocole d'accord pour en quelque sorte relancer l'économie mondiale du pétrole, reconstituer certaines réserves et ensuite voir où on en est. Oui, Richard, commençons avec toi. En gros, il parle de se préparer à reprendre la guerre, d'après ce qu'il a dit. Quelle est ta compréhension de la situation au Moyen-Orient? D'un côté, on voit les États-Unis essayer désespérément de sauver le pétrodollar, parce que le pétrole du Golfe est crucial pour eux et pour l'avenir du pétrodollar. De l'autre, ils estiment qu'ils doivent retourner à la guerre, parce que l'Iran ne va pas respecter. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans ce protocole d'accord, mais jusqu'à présent, les deux camps essayent de se rapprocher. So far, the two sides trying to get closer, but it seems the agenda again. Mais on dirait que du côté iranien, encore une fois, ils ne font pas confiance aux États-Unis. Ils ne les croient pas, parce qu'ils ont négocié avec eux, alors qu'à 2 reprises, les États-Unis ont décidé de les attaquer. D'abord, en juin 2025, Israël avec le soutien des États-Unis. Puis, le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont de nouveau attaqué, tout en menant des négociations avec l'Iran. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le même scénario est en train de se répéter. Quelle est votre lecture, Richard, sur la manière dont les États-Unis préparent leur économie à une nouvelle phase de guerre? J'ai compris, et je pense que les Iraniens comme le reste du monde l'ont compris aussi, même les Européens ont fini par le reconnaître, que suivre au jour le jour ce que disent M. Vance, M. Besson ou M. Trump, c'est une perte de temps. Rien ne les engage. Ils disent simplement ce qui leur semble bon à dire sur le moment, selon la situation. Essayez de suivre chaque déclaration et de chercher une logique, une stratégie d'ensemble. C'est passer à côté de ce qui se joue vraiment. Alors, je vais vous donner ma lecture des choses, mais je sais bien que c'est moi qui essaie de donner du sens. Eux, ça les préoccupe pas. Moi, oui. Michael aussi. Vous, votre public, et toutes les personnes raisonnables, oui. Mais je crois que c'est une erreur. Voilà ce que je pense. Ils ont besoin de temps. Ils n'ont aucune issue à ce chaos qu'ils ont créé au Moyen-Orient. Ils sont en train de perdre tout ce qu'ils pensaient pouvoir consolider. Et maintenant, tout leur échappe. Ils espéraient contrôler l'Iran, mais ils n'y arrivent pas. Ils voulaient continuer à maîtriser le détroit d'Ormuz, en laissant le commerce circuler librement dans cette zone. Ce n'est plus possible. Ils pensaient que les États du Golfe leur étaient tous redevables, que le pétrole serait toujours vendu en dollars, que ces dollars resteraient dans les bons du Trésor américain et qu'ils accueilleraient des bases militaires américaines à Bahreïn, au Koweït, aux Émirats arabes unis et ailleurs. Aujourd'hui, tous ces pays, même l'Arabie saoudite, négocient avec la Chine et d'autres partenaires pour réduire la présence américaine sur leur sol et pour diminuer leur dépendance. Laissez-moi vous présenter un scénario. C'est une idée un peu imaginaire, mais elle montre bien où en est la situation. La seule issue possible, réfléchissez-y un instant avec moi. La seule façon de sortir de cette absurdité sans fin au Moyen-Orient, ce serait la suivante. La Chine et la Russie arrivent. Elles annoncent qu'elles garantiront la sécurité des États du Golfe, d'Israël et de l'Iran. Elles construisent un immense nouveau port pour les Chinois, à l'extrémité est de la Méditerranée. Ce port serait financé et construit par les Chinois et les Russes. Il serait loué aux Palestiniens
qui obtiendraient leur propre État à Gaza et en Cisjordanie. Et on dirait à Israël, vous devez retirer les forces de défense israéliennes à l'intérieur de vos frontières. Vous ne pouvez plus intervenir au-delà des limites d'Israël. Nous vous protégerons. Vous pourrez continuer à exister. Mais c'est la condition. Un État palestinien, le port qu'on y construira. Et nous, la Russie et la Chine, garantirons la sécurité de tout le monde pendant que l'Iran gérera le détroit d'Ormuz. Maintenant, je comprends, personne n'en parle. C'est vrai. Parce que tant qu'on reste dans le cadre actuel, tu as raison, Nima, rien ne change. Et cette manœuvre de M. Vance, tu sais, ce n'est que du blabla. On va reconstituer les réserves. D'abord, ce n'est pas si simple, ça va prendre pas mal de temps. Je peux te dire qu'il n'y a pas de pétrole qui circule. Et le moyen le plus simple de le voir, c'est de regarder le prix du pétrole, qui est remonté ces 2 derniers jours, quand les gens ont compris qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de mouvement là-bas. Le pétrole reste encore dans beaucoup de tankers, et on ne sait toujours pas combien de pays et combien d'entreprises passent vraiment d'une dépendance au pétrole à une dépendance à l'électricité. Si on regarde les actions, comme je le fais par exemple celles de BYD et de Tesla, les 2 grands acteurs de l'industrie du véhicule électrique, pas les seuls, mais 2 gros quand même, eh bien, elles remontent en flèche après avoir baissé pendant un bon moment. Pourquoi, à votre avis? Parce que le marché du véhicule électrique se porte de mieux en mieux, pendant que tout le reste continue de s'envenimer. Il ne règle pas le problème. Monsieur Vance, lui, ne s'inquiète que d'une seule chose, une seule, savoir s'il sera encore en poste après novembre ou pas. C'est ça la priorité. Tout le reste, c'est juste une tentative d'éviter une catastrophe pour eux en novembre, en disant « on va lancer un nouveau projet », vous voyez. On va refaire le plein. Avec un peu de chance, ça leur donnera un peu plus de temps. C'est tout ce dont il s'agit. Ce n'est pas une solution. Ça ne règle pas le problème. Et on peut le voir d'une autre manière encore. Au cœur de ce que disent les Iraniens, c'est « on fera un accord si vous nous laissez le contrôle du détroit d'Ormuz. Et si vous faites sortir les Israéliens du Liban. Or, les États-Unis ne sont pas capables de le faire. Pourraient-ils le faire? Oui. Le font-ils? Non. Netanyahou continue. Il bombarde d'autres. Je crois qu'il a bombardé la Syrie l'autre jour, juste pour ajouter un peu de piquant, pour montrer que les forces israéliennes, aussi épuisées soient-elles, peuvent encore attaquer un autre pays, une fois de plus. C'est une plaisanterie. Pour moi, et je crois que les participants l'ont maintenant reconnu, aussi bien les Iraniens que les Américains, l'objectif israélien, qui était d'annuler le mémorandum d'entente, a en gros été atteint. C'est là, mais ça n'a aucune force. Chaque jour, un camp ou l'autre comprend de travers. Stop. C'est puéril. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. C'est clair. C'est clair que les États-Unis ne sont pas prêts à faire ce qu'ils ont signé qu'ils feraient. Monsieur Trump a signé le document et maintenant il agit comme il l'a fait avec d'autres engagements. On en a parlé, Michael en a même parlé de façon très poétique, du droit international qu'on jette par la fenêtre. Je veux rappeler à tout le monde, je sais que j'insiste là-dessus, mais je trouve ça toujours incroyable aujourd'hui, le meurtre systématique de petits groupes de personnes dans de petites embarcations, dans les Caraïbes et le Pacifique, autour de l'Amérique latine. Pas de procès, pas d'avocat, pas de juge, pas de procédure, pas d'habeas corpus, rien du tout. Juste les tuer. En résumé, il s'agit d'exécutions extrajudiciaires menées par le gouvernement des États-Unis, pratiquement sans opposition. Je sais qu'il y a quelques sénateurs et quelques membres du Congrès qui ont pris la parole, et je ne veux pas leur manquer de respect, mais c'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont simplement parlé. Le nombre dépasse maintenant les 200. Et ça continue, toutes les quelques semaines.
ils font exploser un autre groupe de personnes. C'est incroyable. Et ça veut dire quelque chose. Ça montre que ce qu'on appelle le comportement des Israéliens à Gaza est en train de propager ce désintérêt total pour les règles de la guerre. Et je dois dire, même si j'ai mes propres critiques envers le gouvernement et la politique iranienne, il faut vraiment comprendre les Iraniens quand ils estiment qu'ils ne peuvent pas parler aux États-Unis, qu'ils ne peuvent pas faire confiance à ce qu'ils disent ou à ce qu'ils font. Je veux dire, comment pourrait-on, après tout ce qu'ils ont subi? Et je ne parle pas seulement du fait que leurs négociateurs ont été tués pendant les discussions, aussi monstrueux que ce soit. Mais je crois qu'un autre responsable israélien, ces 2 ou 3 derniers jours, a fait des déclarations sur l'assassinat des dirigeants actuels en Irak. Donc, ça ne s'arrête pas. C'est une mentalité qu'il faut absolument faire cesser par quelque chose. Oui, mais quoi? Eh bien, j'imagine que les Chinois et les Russes finissent par intervenir et disent, en gros, au monde entier, la tentative des États-Unis et de l'Europe de gérer le Moyen-Orient depuis qu'ils ont dû y renoncer à leur pouvoir colonial a été un échec sidérant. Ils n'ont pas réussi à apporter la paix. Ils n'ont pas réussi à apporter le développement économique. Ils n'ont rien réussi du tout. À cause de ça, nous sommes plus proches d'une guerre mondiale que nous ne l'avons été depuis presque un siècle, peut-être même plus. C'est une mesure de leur échec. Faisons venir les Russes et les Chinois et voyons si, ensemble, ils peuvent faire mieux. Je sais bien que tout ça n'existe que dans mon imagination, mais nos imaginaires ne sont que le reflet de la réalité dans laquelle on vit, celle qui façonne justement notre imagination. Ma frustration, comme celle d'une part grandissante du monde, devra bien trouver une issue quelque part. Et ce que je viens de faire, par l'imagination, est aussi bon point de départ qu'un autre. Je pense que l'attention de Richard sur ce que les États-Unis ont fait en bombardant les bateaux au large du Venezuela et aussi de l'autre côté de l'Amérique latine, depuis la Colombie, est en fait au cœur des discussions actuelles sur le détroit d'Ormuz et sur les droits de l'Iran. Qu'est-ce que cela signifie pour le droit de la mer? Beaucoup disent que ce que fait l'Iran, en voulant imposer des droits de passage ou des péages de sanctions, va à l'encontre du droit de la mer des Nations Unies. Mais du point de vue de l'Iran, il n'y a plus vraiment de droit de la mer. Tout a commencé au Venezuela, avec les attaques contre les bateaux, et ça s'est poursuivi avec les violations du droit de la mer dans la région baltique, où les pays de l'OTAN, la France, l'Estonie et d'autres, saisissent des pétroliers russes sur cette voie maritime. Comment peut-on concilier ce que font les États-Unis dans la région baltique et ailleurs, en violant la liberté du commerce de la Russie, tout en disant qu'il est inacceptable que l'Iran cherche à contrôler le détroit d'Ormuz? Alors que les États-Unis eux-mêmes, et Donald Trump l'a dit clairement, veulent contrôler le détroit d'Ormuz, veulent pouvoir faire payer des droits de passage pour récupérer les coûts engagés dans l'armement et dans la lutte contre ce qu'ils appellent le terrorisme iranien. Autrement dit, le fait que l'Iran se défende contre notre propre terrorisme serait, selon eux, du terrorisme. Donc, ce que tu évoquais, Nima, au début de l'émission, à propos de ce que Vance a dit, comment revenir à la situation d'avant? Eh bien, qu'est-ce qu'il veut dire exactement par la situation d'avant? Il voulait dire que les États-Unis contrôlent le commerce mondial du pétrole et qu'ils imposeront des sanctions contre ceux qui commercent avec le Venezuela avant l'invasion américaine, avec la Russie depuis 2022 et avec l'Iran auparavant. Finalement, les États-Unis ont relâché cette pression et le commerce s'est fait en dollars américains. Aujourd'hui surtout, la secrétaire au Trésor, Vance, a été en première ligne pour expliquer que tout cela est lié.
Il a dit qu'il fallait contrôler le commerce mondial du pétrole venant du Venezuela, de la Russie et de l'Iran afin de préserver le système du dollar, que c'est la priorité absolue. Et non seulement les États-Unis contrôlent le commerce mondial du pétrole, mais il faut aussi que ce pétrole soit vendu en dollars et que ces dollars restent dans le système financier américain. Exactement comme les revenus des exportations de pétrole du Venezuela, qui sont maintenant conservés sur un compte bancaire à Miami sous le contrôle de Trump. Vance et les autorités américaines à Basant ont déclaré que si nous versons le moindre argent à l'Iran dans le cadre du mémorandum d'entente, pour les avoirs que les États-Unis ont saisis ou ont demandé à leurs alliés de saisir, par exemple aux Émirats, alors ces fonds devront être investis aux États-Unis en dollars et la majeure partie devra y être dépensée. Et ce qu'il a ajouté, c'est que leurs équipes seront présentes à Doha sur place. Il a dit, je cite, « Le Trésor américain aura du personnel à Doha pour superviser ce transfert, la manière dont l'argent sera réparti, et une très grande partie servira à acheter des produits alimentaires et des médicaments américains. » Donc, on va réinjecter cet argent dans des produits américains, mais tout ça sera supervisé par le Trésor au Moyen-Orient. Ce que Basant a clairement expliqué, c'est le lien entre la volonté des États-Unis de monopoliser le commerce du pétrole, de préserver le système financier basé sur le dollar comme pilier central et l'usage de la force militaire. Il a souligné une question essentielle. Comment peut-on être sûr que les autres pays vont, ou comment peut-on les obliger à investir leur argent en dollars américains? Il a répondu que les États-Unis disposent d'un marché financier extrêmement vaste, très liquide, où il est facile de faire des transactions. Mais ensuite, il a ajouté, regardez ce que nous avons fait à ce marché financier. Nous avons saisi l'or du Venezuela par l'intermédiaire de la Banque d'Angleterre, ainsi que son argent. Nos alliés européens ont confisqué les avoirs de la Russie chez Euroclear. Et nous avons aussi saisi l'argent de l'Iran. Le système financier américain a été transformé en arme, et il représente une menace pour tous les autres pays. C'est pour ça qu'ils hésitent à fixer le prix de leur pétrole en dollars et à le conserver en dollars. Parce qu'en le faisant, ils sont obligés de garder les revenus de leurs exportations de pétrole et plus largement leur richesse nationale sous forme de dollars américains. Ce que vous voyez depuis une semaine environ, c'est la manière dont les États-Unis justifient la nécessité de contrôler tout l'argent destiné à l'Iran, y compris les revenus tirés de ses exportations de pétrole. Il faut voir ça, comme dirait Richard, comme la tentative désespérée de l'Amérique de préserver d'une façon ou d'une autre le bon vieux temps. C'est un peu comme un vieil homme diminué qui se remémore sa jeunesse perdue. Ce serait bien de revenir à l'époque d'avant, non? Eh bien, l'Iran dit qu'il ne peut pas revenir en arrière. Et la question qui se pose pour le reste du monde, c'est si l'Iran ne peut pas revenir en arrière, comment peut-il aller de l'avant? Et l'Iran répond qu'il ne peut pas avancer dans le cadre actuel du droit de la mer, qui techniquement ne lui permettrait pas de percevoir des droits de passage à travers le détroit d'Ormuz sans l'accord d'Oman, lequel a le droit de laisser les navires traverser ses eaux territoriales. Il y a un principe supérieur, comme Abraham Lincoln en parlait, je crois, à la veille de la guerre de sécession. Ce principe supérieur, au-delà du droit international existant, rédigé en grande partie sous l'influence des États-Unis et de l'Occident, c'est ça le vrai enjeu. Et donc, on élargit la discussion au-delà de l'Iran pour inclure la Russie et le Venezuela. Le contrôle américain des mers s'étend jusqu'au désir de Trump de conquérir le Groenland. Et au-delà, l'Islande, afin d'empêcher d'autres pays, en Europe et en Asie, d'avoir un accès de l'Atlantique à l'océan Arctique en passant par cette voie. Ce qui est en jeu,
c'est de savoir qui va contrôler les routes du commerce mondial. What's that issue is who's going to control the world trade routes and what Bessent and Trump have. Et ce que Biden et Trump ont dit très clairement, c'est que si on veut garder l'emprise sur les autres pays et sur leurs économies, en contrôlant le commerce du pétrole, le système du dollar mondial et le commerce maritime, alors il faut aussi contrôler le Groenland, l'Islande, la Baltique, le détroit d'Ormuz et d'autres zones maritimes. C'est pour cette raison qu'ils ont écarté les investisseurs chinois de leur position dans le canal de Panama. C'est une véritable déclaration de guerre contre le reste du monde, même si elle n'est pas officielle. Et les autres pays semblent complètement désemparés, sans savoir comment réagir. L'Iran n'a pas dit clairement que c'est ce qui motive ces actions, mais à mon avis, il devrait le faire. Il devrait faire comme Abraham Lincoln, parler d'une force supérieure. It should do what Abraham Lincoln did, talk about the higher power. Si je peux ajouter quelque chose, laissez-moi revenir encore une fois sur ces pêcheurs qui se font littéralement balayer par l'Amérique. Avant, je ne sais pas depuis combien de mois exactement ça dure, disons 8 ou 9 mois, la marine américaine respectait au moins en partie le droit de la mer, celui dont parle Michael. Si elle avait des raisons de penser qu'un bateau, grand ou petit, participait à un trafic de drogue illégal, elle arrêtait le navire. Elle montait à bord et procédait à une inspection. Si elle découvrait de la contrebande, elle saisissait le bateau et le conduisait dans un port, soit un port américain, soit le port d'où il venait. Il y aurait des procédures légales, des procès, tout ce qui va avec. Et pourtant, quelque chose s'est produit. Quelque chose qui a transformé des années et des années de pratiques régulières en une forme d'extrémisme sans loi, violant toutes les règles établies. Comme j'ai essayé de vous le montrer, on a exécuté des gens qui, s'ils avaient été arrêtés pour trafic de drogue aux États-Unis, auraient eu droit à un procès, à un avocat, à un juge, et, s'ils avaient été reconnus coupables par un jury, ils auraient été emprisonnés et punis. Mais ils n'auraient pas été tués. Là, on les a tués sans aucune procédure. C'est extrêmement grave. Mais cette extrémité nous enseigne une leçon. Tout pays du Golfe qui utilise ses revenus en dollars, et ils le font tous, et qui en consacre une grande partie à acheter des titres émis par le Trésor américain, prend le risque de voir un jour la procédure changer de la même manière. Scott Bessent va décrocher le téléphone pour appeler son homologue à Bahreïn et lui dire « Nous ne sommes pas satisfaits de la décision que vous venez de prendre avec l'Iran. Alors, vous pouvez dire adieu à votre prêt auprès du Trésor américain. Il est confisqué. Et c'est un acte que nous avons le droit de poser. Parce que si nous avons le droit de tuer des pêcheurs dans des bateaux sans passer par une procédure légale, nous avons aussi le droit de prendre votre argent. Dégagez. Vous n'avez plus rien. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? D'après les règles actuelles, les États-Unis pourraient dire « Nous sommes en pratique en guerre avec Bahreïn parce qu'ils ont conclu un accord avec l'Iran. » C'est d'ailleurs ce qu'ils ont dit. « Nous sommes en pratique en guerre avec ces pêcheurs parce qu'il y a une guerre contre le trafic de drogue. » Je veux dire, ils jouent avec les mots pour contourner la loi. C'est une vieille ficelle. Si Michael a raison, nous sommes dans une situation où nous forçons d'autres pays à nous prêter de l'argent. Ce n'est plus un prêt, mes amis. Ça s'appelle un tribut. Vous pouvez l'appeler spaghetti si vous voulez, peu importe le nom. Ce qui compte, c'est ce que vous faites. Vous forcez ces gens à vous donner de l'argent et vous vous sentez libre de le rembourser ou pas. Avant, on disait que ce n'était pas un problème parce qu'on ne pouvait pas se permettre le message que ça enverrait au reste du monde. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont désespérés. Ils ne peuvent plus se permettre le message qu'ils envoient en tuant ces pêcheurs.
Ils ne peuvent pas se permettre le message que ça enverrait s'ils perdaient une guerre contre l'Iran. Mais quelles options leur restent-ils? Très très peu. Les États du Golfe sont en train de comprendre. Je crois que le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite est soit en Chine en ce moment, soit en route. Et pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce que les pays du Golfe ont exactement à discuter avec la Chine? La réponse, c'est qu'ils veulent se libérer de la tutelle des États-Unis. C'est ça, leur objectif. L'Europe, on ne l'inclut même plus, parce qu'elle n'est plus pertinente. Elle est encore plus désespérée que les États-Unis. Et franchement, qui s'en soucie? Plus personne. L'Europe est un désastre. Et tout ça, ça fait partie de quoi? Du déclin de l'Empire occidental. C'est fini. Ils ont perdu leur empire. Ils ne savent pas comment construire une économie sans empire. On peut comprendre ça. Pendant plusieurs siècles, piller leur empire faisait partie intégrante de leur mode de vie. Les États-Unis le font de manière informelle. Eux, ils le faisaient officiellement. Mais c'est terminé. On ne peut plus faire ça. C'est ce que l'Iran est en train d'enseigner au monde. On ne peut pas continuer comme avant. À un moment, les peuples qu'on exploite finissent par comprendre comment vous en empêcher. Et nous, on ne fait pas face à ça. On préfère le déni, mêlé à la panique. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Nous sommes en train d'assister, et même de vivre, à la désintégration de la domination occidentale sur le monde. Ça va prendre des formes dures, tordues, imprévisibles. Mais il faut garder en tête le processus global, sinon on se perd dans les détails. Se concentrer sur ce que dit M. Trump d'un jour à l'autre, c'est passer à côté de l'essentiel. Ce n'est pas l'indice, c'est le symptôme. Il faut faire l'analyse, parce que là on a une pathologie à ciel ouvert, comme presque tout le reste d'ailleurs. Je veux dire, nous sommes, si vous me permettez pour votre public, dont beaucoup savent que le président des États-Unis est aujourd'hui au centre de deux types de gros titres. Le premier met en avant la célébration du 250e anniversaire de la Révolution américaine, avec la création d'une réplique en plein air d'une foire d'État. Une foire d'État, c'est un vestige de l'histoire agricole des États-Unis. Ces foires ont lieu en général à la fin de l'été, au moment des récoltes, comme une forme de fête qu'on retrouve dans beaucoup de cultures à travers le monde. Quand les fruits de la terre sont rassemblés pour assurer la survie de la communauté, on célèbre tout ce que la terre nous permet d'avoir pour vivre. Mais pour un pays qui, depuis longtemps, a relégué l'agriculture à 1 ou 2, peut-être 3% de son économie, nous sommes devenus une société urbaine, périurbaine, industrielle, de services. N'y a-t-il vraiment pas une meilleure façon de célébrer qu'en s'accrochant à une idée un peu nostalgique? Et puis, évidemment, en le faisant au milieu de l'été, plutôt qu'en automne, il fait beaucoup trop chaud et personne n'y va. Aujourd'hui, à Washington, la température est hors norme. Les photos de cette grande foire d'État la montrent complètement vide. C'est une blague, pas une réalité. Et l'autre gros titre du jour, c'est la crise de la richesse personnelle. M. Trump a réussi à manipuler le marché des crypto-monnaies pour empocher $1 milliard, alors même que ses propres investisseurs se faisaient dépouiller de leur argent par lui. Et avec un grand sourire, il vient de gagner un autre milliard. Voilà l'Amérique d'aujourd'hui. C'est un effort désespéré, vraiment désespéré, de la part de ceux qui sont au sommet, pour s'accrocher alors que le navire est en train de couler. C'est extraordinaire. Les plus grands milliardaires. M. Thiel vient d'acheter une maison en Argentine. Il sait qu'il doit partir. Il sait que le navire coule. Il a emmené sa famille aussi loin que possible de la Silicon Valley. Et d'autres achètent des villas dans des coins reculés de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une société qui, officiellement, nie ce que chacun, à sa manière, constate et à quoi il réagit. Et pour le reste d'entre nous,
Pour la majorité, il vaut mieux comprendre ce qui se passe et arrêter ce processus avant qu'il ne nous entraîne tous avec lui. Well, Richard, I think there's some a good side. Eh bien, Richard, je pense qu'il y a quand même un bon côté, un aspect approprié à cette fête foraine du 4 juillet. Elle va se tenir juste à côté du bassin plein d'algues, près du mémorial Lincoln. Il est envahi par les algues parce que Trump a confié le contrat de rénovation à un criminel condamné, un ancien associé à lui, à l'époque où il faisait de l'immobilier. C'est encore une de ses façons de récompenser ses amis. En gros, c'était un cadeau, encore une fois, aux frais des contribuables, pour acheter du soutien en distribuant des marchés publics à ses proches. Pour moi, tout ça ressemble à une métaphore parfaite. Il va faire très chaud, les algues vont dégager une odeur terrible et les gens vont défiler en respirant à plein poumon. Mais au-delà de ça, je pense que tu as bien décrit la dynamique générale de tout ça, le contexte même de ce qu'on observe en ce moment en Iran. For what we're seeing in Iran right now, and the context is really. Et le contexte, comme vous l'avez souligné, c'est vraiment la fin de l'ordre colonial occidental, celui qui s'est figé au XIXe siècle. À l'époque, les puissances se sont battues pour les colonies, puis cet ordre s'est prolongé avec un colonialisme financier. On a poussé toutes ces colonies à emprunter de l'argent. Et quand ces pays sont devenus politiquement indépendants, d'Haïti à la Grèce, du Mexique à l'Égypte, de la Tunisie au Brésil, ils avaient tous contracté des dettes. Ils se sont retrouvés pris au piège et les grandes puissances ont envoyé leurs canonnières pour imposer un contrôle des créanciers sur leur système financier, pour prendre la main sur leurs finances et s'assurer que les créanciers étrangers soient remboursés. L'un des problèmes que Nima a évoqué au début, c'est le Liban. Regardez le Liban. C'est l'exemple parfait de ce qui est devenu obsolète dans cet ordre. Le pays a été découpé en plein milieu de la Première Guerre mondiale par les Français et les Britanniques, qui ont donné le contrôle du Liban à la France. Puis, vers le milieu de la Seconde Guerre mondiale, en 1943, quand le Liban était dirigé par le parti phalangiste maronite, d'inspiration fasciste, les Français ont dit « Eh bien, il est temps pour vous de devenir indépendants et d'avoir une nouvelle constitution que nous allons organiser. » Le chef de l'État libanais devait toujours être un chrétien maronite fasciste. Le numéro 2, un représentant sunnite. Et le président du Parlement, le poste le moins important, devait être un chiite. Les sunnites et les chrétiens libanais se sont alors alliés et ont voulu participer à l'extermination menée par Israël contre les chiites. Aujourd'hui, la population chrétienne du Liban a fortement diminué. Beaucoup sont partis. La population sunnite n'augmente pas beaucoup. C'est la population chiite dans le sud qui est devenue dominante, non seulement parmi les électeurs, mais aussi au Parlement libanais. Pourtant, la Constitution ne permet pas qu'elle soit élue. C'est ce genre d'antidémocratie que l'Occident a façonné de travers, quand il a découpé tout le Proche-Orient après la Première Guerre mondiale et la fin de l'Empire ottoman. À l'origine, le partage devait se faire entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Mais avec la révolution russe de 1917, la Russie en a été écartée. Et depuis, on voit tous ces conflits ethniques dont on est témoin aujourd'hui. Les frontières ont été tracées exprès en travers des lignes ethniques et religieuses, justement pour que chacun devienne minoritaire dans son propre pays. L'objectif, c'était de monter tous ces groupes les uns contre les autres, pour éviter qu'ils s'unissent et déclarent que l'ordre occidental, celui qui a créé ce chaos, est terminé. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de solution définitive à la lutte contre l'Iran sans, en gros, réécrire la constitution iranienne. Et ça suppose que l'Iran soutienne la majorité chiite là-bas pour qu'elle prenne le pouvoir. Le problème est tellement profond
que c'est plus seulement un problème, c'est une impasse. Il n'y a pas d'issue sans une forme de guerre civile violente. Et je pense qu'il va y avoir des guerres civiles un peu partout dans les Émirats. L'acteur clé dans tout ça, à mon avis, ce sera l'Arabie saoudite. Vous avez vu ces derniers jours tous les rapports affirmant que l'Amérique avait prévu d'attaquer l'Iran il y a quelques semaines et que l'Arabie saoudite en avait été informée ou l'avait appris d'une manière ou d'une autre et avait dit « Vous ne pouvez pas utiliser nos bases aériennes en Arabie saoudite pour attaquer l'Iran parce que ces bases ne nous protègent pas. Elles nous exposent à l'Iran. » Des représailles iraniennes, parce que les armes que vous nous avez vendues ne fonctionnent pas. Les missiles de défense et les radars ne nous protègent pas. Les armes offensives ne marchent pas non plus. On est obligé de se tourner vers l'Iran, la Russie et la Chine pour avoir des armes qui, elles, fonctionnent. Ne venez pas ici. Et d'après un article du New York Times, les avions de Trump ont dû faire demi-tour et n'ont pas pu attaquer l'Iran. La situation est bien différente pour les Émirats, avec Dubaï et les autres pays. Combien de temps les Émirats, qui ont mis tous leurs espoirs économiques dans les États-Unis et leurs marchés financiers, peuvent-ils rester des alliés de Washington et d'Israël contre l'Iran, contre ce qui devient, en réalité, la majorité mondiale? Je ne vois pas comment une guerre civile, de Beyrouth jusqu'aux Émirats, pourrait être évitée dans le contre-coup de tout ça. Je pense qu'on commence à peine à voir les dynamiques qui ont été mises en mouvement par l'offensive de Trump pour tenter de maintenir la puissance américaine. Cela crée une déstabilisation qui va finir par amener non seulement la région d'Asie de l'Ouest, mais aussi le reste du monde, à dire il faut vraiment qu'on construise une alternative à l'ordre américain. Comment allons-nous faire? Eh bien, on a vu récemment l'Inde et le Japon se rallier aux États-Unis. L'Inde, en pratique, s'est retirée des BRICS et a transféré ses loyautés vers les États-Unis et Israël. Cela laisse une grande partie du groupe des BRICS mise à l'écart. L'Afrique du Sud est dans une situation compliquée. C'est donc à la Chine, à la Russie et à l'Iran de prendre les devants et de commencer à définir clairement quel type d'ordre ils veulent instaurer. Pour l'instant, je ne vois pas beaucoup d'avancées dans ce sens. Tout ce que Hitler fait, c'est l'explosion logique interne qui semble se dessiner. Il y a aussi une leçon à tirer de l'histoire. Nous vivons quelque chose qui, à mes yeux, ressemble beaucoup aux 75 années qui ont précédé la Première Guerre mondiale. Je vais l'expliquer très brièvement. À cette époque, l'expérience coloniale atteignait son apogée, disons juste après la guerre de sécession aux États-Unis, donc dans la seconde moitié du 19e siècle. Tout ce qui n'était pas encore revendiqué par un pays européen ou un autre était alors pris. Cela a culminé en 1884, lors de la fameuse conférence de Berlin, où les grandes puissances européennes ont littéralement pris une carte de l'Afrique et se sont partagé le continent, notamment entre les Allemands. Vous avez eu cette partie-là. Les Allemands ont pris l'Afrique de l'Est et du Sud. Les Français ont eu surtout l'Afrique de l'Ouest. Les Britanniques, eux, ont eu à peu près tout le reste, et ainsi de suite. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Une série d'explosions, certaines en Afrique du Nord, d'autres au Moyen-Orient, d'autres encore en Extrême-Orient. Et qu'est-ce que c'était? C'était des moments où les empires coloniaux se sont heurtés les uns aux autres, quand deux puissances avaient les yeux sur le même territoire, soit encore libres, soit dont le contrôle était un peu fragile, ce qui permettait à l'autre d'intervenir. Et il y a eu des escarmouches. Ils le savaient très bien. De petites confrontations militaires, brèves, mais réelles. Mais c'est devenu une situation où tout le monde a peu à peu pris conscience qu'on s'approchait, pas à pas, d'une catastrophe.
Les Britanniques et les Russes se disputaient l'Asie, par exemple. Les Russes, avant leur révolution, devenaient eux-mêmes un empire, surtout en Asie centrale, et ainsi de suite. Et tout cela a fini par mener à une réalité complètement obscure. L'assassinat, on ne sait par qui, d'un noble sans grande importance à Sarajevo, dans les Balkans. Et là, tout le monde part en guerre. Mais cette guerre, en réalité, avait été préparée pendant les 75 années précédentes. Ils savaient avec qui ils étaient alliés. Ils avaient construit puis reconstruit leurs alliances dans le cadre du projet colonial. La réalité hégélienne, ironique, c'est que plus ils devenaient riches, grâce à un empire toujours plus vaste qu'ils exploitaient avec une brutalité croissante, plus ils avançaient vers la destruction mutuelle de tout ce qu'ils avaient bâti. C'était les années où les Belges coupaient les doigts des Africains qu'ils punissaient parce qu'ils ne travaillaient pas assez dur. Cette mentalité, comme tirer sur des pêcheurs dans leurs bateaux, qu'est-ce qu'on fait là à un autre être humain? Mais ça n'avait pas d'importance. Ils étaient désespérés. La Belgique, c'est un petit pays. Et pourtant, elle contrôlait le Congo, un territoire immense, peut-être la région la plus riche de toute l'Afrique. Ils ont essayé de le garder, ils ont vraiment essayé, mais ils l'ont perdu, bien sûr. Ils ont tout perdu. La guerre a tout détruit. Et quand ils n'en ont pas eu assez, ils ont eu une seconde guerre mondiale, comme s'ils pouvaient tout réécrire. Adolf Hitler voulait quoi? Du Lebensraum, de l'espace pour vivre. L'une des raisons pour lesquelles on leur a retiré leurs colonies à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est que les vainqueurs, la France, l'Angleterre et l'Amérique, ont pris les colonies de l'Allemagne pour eux-mêmes, parce que c'était ça le but de la guerre. Ils n'ont pas compris qu'ils se détruisaient eux-mêmes. Ils n'ont pas compris qu'ils poussaient les Allemands à essayer de tout reprendre, ce qu'ils ont presque réussi à faire pendant la Seconde Guerre mondiale, et ainsi de suite. Nous sommes dans... C'est comme si la parenthèse qu'on appelle la guerre froide, quand le capitalisme était un peu freiné parce qu'une grande partie du monde en était exclue, ce qu'on appelait l'Union soviétique. Eh bien, cette parenthèse était une exception. Maintenant, la Chine a rejoint le jeu. En réalité, c'est la Chine qui est aujourd'hui la grande exclue, plus que tous les autres. Eux aussi observent l'autodestruction de l'Occident, parce qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser de son héritage colonial. Ils n'arrivent pas à se défaire de cette envie de s'agrandir encore. Regardez M. Trump. Oui, c'est un clone, mais ce clone a redécouvert la racine du problème. D'une certaine façon, il pense sauver l'Amérique en s'emparant du Groenland. Il faut être fou pour croire à ça. Mais c'est bien la mentalité coloniale. Comment résoudre nos problèmes? Reprendre Panama, faire du Canada le 51e État. C'est la folie du toucher de Midas. Vous savez le célèbre conte. Il transformait tout ce qu'il touchait en or, et puis il a touché sa fille préférée, qui est devenue un objet d'or sans vie, une leçon hégélienne. Voilà la leçon ici. Le capitalisme, c'est fini, c'est terminé. Il a eu son temps. Il est en train de disparaître. Et dans cette disparition, il y a la détresse que nous vivons aujourd'hui. Et ça fait peur à tout le monde, comme c'est normal. Eh bien, cette idée de disparaître, c'est ça qui rend la situation désespérée. Vous avez raison de souligner le rôle des puissances coloniales. Qu'est-ce qu'elles cherchaient vraiment au fond? Elles visaient la Russie. C'est ça qu'elles voulaient. Bien sûr, elles convoitaient aussi l'Afrique, l'Amérique latine et ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Mais surtout, elles voulaient un territoire avec toutes les matières premières, la population et la puissance implicite. Et ça, c'était la Russie. Le chemin pour y parvenir passait par l'Empire ottoman, le découper, en faire une porte d'entrée vers la Russie. C'était ça le but ultime de l'Europe, faire de tout cela la colonie européenne par excellence.
ultimate European colony, all of this. And the fact that there was a Russian revolution of communism. Et le fait qu'il y ait eu une révolution communiste en Russie a simplement fait de ce pays l'ennemi idéologique, l'ennemi contre lequel, je pense, la Grande-Bretagne avait toujours mené l'opposition européenne. Vous avez raison, il y avait bien un lien entre les Allemands et les Russes. Mais les Britanniques s'y sont toujours opposés, depuis la guerre de Crimée. Et ils s'y opposaient parce qu'ils voulaient contrôler la Russie. C'était l'objectif des investissements britanniques en Perse. La première chose que les Britanniques voulaient faire en Perse, c'était contrôler les chemins de fer. Et la Perse, de son côté, s'inquiétait. Si on laisse les Britanniques construire leurs lignes ici, qu'en sera-t-il de la Russie? Eh bien, la Russie voulait aussi son chemin de fer. Le rôle de la Perse dans tout ça, c'était d'essayer d'équilibrer les pressions, d'un côté celle de la Grande-Bretagne et de l'autre celle de la Russie, venue du nord. La Russie avait en quelque sorte repris à la Perse l'Azerbaïdjan et ce qui allait devenir les provinces productrices de pétrole autour de Bakou. C'est toute cette dynamique qu'on voit encore aujourd'hui. Et on assiste à la fin de ce monde-là. Pendant que les pays de l'OTAN continuent de pousser pour attaquer directement la Russie, l'Ukraine n'est plus seulement un champ de bataille pour ça. On voit maintenant l'Allemagne, l'Union européenne, la France surtout, avec la Grande-Bretagne, parler de fabriquer des missiles capables d'aller frapper profondément à l'intérieur du territoire russe. Et la question c'est, sur quoi est-ce qu'on se concentre vraiment? Nous nous concentrons sur les raffineries russes. Si nous pouvons empêcher la Russie de produire du pétrole, alors après avoir conquis le Venezuela, les États-Unis bloquent et détruisent la capacité pétrolière de la Russie. Le New York Times rêve de longues files d'attente pour l'essence en Russie, où les gens n'auraient même plus de carburant. Et ensuite, ils pourraient contrôler l'Iran, comme la dernière pièce d'un ensemble qui leur donnerait la mainmise sur l'OPEP d'Asie de l'Ouest. À ce moment-là, les États-Unis pourraient transformer le commerce du pétrole en armes, retransformer le dollar en armes, et devenir en somme la puissance coloniale dominante sur l'ensemble du monde, en utilisant leurs satellites de l'OTAN pour découper la Russie et l'Iran, comme les puissances coloniales européennes ont découpé l'Afrique et l'Amérique latine. Vous savez, il y a eu des moments dans l'histoire allemande que j'ai étudiés pendant une grande partie de ma vie. Il y a eu des périodes où les fantasmes étaient très similaires. Il y avait par exemple ce qu'on appelait le projet de chemin de fer Berlin-Bagdad. C'est ça qui a tout changé. C'est ça qui a figé l'opposition britannique. Exactement. Et il y a un livre formidable, pour ceux que ça intéresse, écrit, je crois, par un Américain, ou peut-être un Britannique, qui s'appelle Herbert Feiss, F-E-I-S. Le titre, c'est « L'Europe, la banquière du monde ». C'est vraiment l'un des plus grands livres jamais écrits sur le sujet. Il retrace la lutte des grandes puissances européennes en se concentrant particulièrement sur le Moyen-Orient et montre comment elles se sont battues et développées jusqu'à leur destruction mutuelle pendant les 2 guerres mondiales. Son intérêt portait surtout sur la période qui a précédé la Première Guerre mondiale, mais c'est littéralement comme un manuel de ce qu'on voit se dérouler aujourd'hui. Et il y avait 2 grandes illusions que vous trouverez peut-être intéressantes. La première, c'était le chemin de fer Berlin-Bagdad, censé permettre aux Allemands de dominer tout le flux du commerce en reliant ces 2 régions du monde, l'Europe et le Moyen-Orient. Et la deuxième, c'était une histoire dont je me souviens, que ma mère m'avait racontée. Ma mère est née à Berlin et ma première langue, c'est l'allemand. Et voilà les histoires qu'on me racontait. Les industriels allemands avaient inventé une idée pour faire rêver le peuple allemand. Imaginez combien ce serait rentable si on arrivait à convaincre tout le monde en Chine de se brosser les dents.
Parce qu'alors, l'Allemagne pourrait fabriquer les brosses à dents pour ces millions et millions de personnes. C'était une fantaisie, comme Michael vient de le dire, la même fantaisie que celle de la Russie avec ses matières premières. Mais le paradoxe, c'est que la Russie n'a pas besoin d'envahir l'Europe de l'Ouest, contrairement à l'hystérie de certains dirigeants là-bas. Elle a toute la Sibérie. C'est le plus grand pays du monde. Elle n'en a presque rien développé. Si elle a besoin d'espace vital, elle l'a déjà. C'est une petite population dans un pays immense, juste à côté de la Chine, qui, elle, a une population immense dans un territoire relativement petit. Ce sont les Européens qui doivent se détruire entre eux pour obtenir leur Lebensraum. C'est ça, la blague. Oui, vraiment. C'est une sorte de fantasme, le reflet de leur désespoir. Parce qu'autrement, il faudrait affronter la vraie question. Comment organiser l'économie européenne pour que chacun puisse vivre et laisser vivre? Comment on fait ça? Vous savez, ils ont essayé avec la Société des Nations. Ils ont recommencé avec les Nations Unies. Après les 2 guerres mondiales terribles, ils avaient une idée. Mais ils ne l'ont jamais mise en œuvre. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, l'Italie et le Japon se sont retirés de la Société des Nations. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les États-Unis se sont en pratique retirés des Nations Unies. C'est le même jeu qui se rejoue. Et cette fois, on n'a aucune excuse pour ne pas comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'on l'a déjà vécu, dans la mémoire de personnes encore en vie. Oui, l'un des professeurs avec qui j'étais le plus proche à l'université de Chicago quand je faisais mes études d'histoire et de philosophie allemande, c'était le professeur Jowett. C'est lui qui a traduit en anglais le livre de Clausewitz, De la guerre. Et dans ses cours sur l'histoire allemande, il insistait justement sur le chemin de fer Berlin-Bagdad, qu'il voyait comme l'élément décisif ayant poussé la Grande-Bretagne à se dire « Cela va nous évincer de la région, nous empêcher de prendre le contrôle du Proche-Orient et de faire la guerre à la Russie, dans notre ultime tentative d'absorber l'Empire ottoman, tout en laissant à la France quelques restes, comme le Liban. Et à propos de l'espoir de votre entreprise allemande pour les brosses à dents, mes amis archéologues rappellent que les brosses à dents ont été inventées en Chine, à partir de soie de porc. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Donc, comme on dirait en anglais, c'est un peu comme porter du charbon à Newcastle. Yeah. C'est un peu comme si l'origine des pâtes italiennes venait en fait des nouilles chinoises. And pizza, by the way. Et la pizza d'ailleurs. The roots of pizza Les origines de la pizza ne viennent pas d'Italie. Merci beaucoup, Richard et Michael, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un vrai plaisir, comme toujours. Great pleasure, as always. Oui, aujourd'hui, on veut surtout laisser notre imagination être un peu bousculée, parce que ça peut être une façon très utile d'aborder ces questions, sans se laisser piéger par les hauts et les bas de M. Vance. Ces gens-là ne sont pas exactement les plus futés, pour rester polis, et tout ce qu'ils font, c'est essayer de garder leur pouvoir politique. Le reste, pour la plupart d'entre eux, c'est vraiment secondaire. J'aimerais que vous posiez la question à certains de vos spécialistes militaires, que vous invitez si souvent, ainsi qu'à vos spécialistes de l'Iran. Demandez-leur ce qu'ils prévoient dans tout ça. Invitez-les à faire preuve d'imagination pour envisager quel type de nouvel ordre international cela pourrait engendrer. Yeah. Oui, bien sûr, je vais le faire. Merci. Thank you. Très bien. Bye-bye. Super émission. Au revoir.